仕方ねえな。遊んでやるか。ザル？やっ！約束の土下座が残ってた歓喜と言いてえところだ。貴様は戦が楽しいのだ。俺の力で戦に勝つ快感に余っておる。そしてそれは名武将の持つ気質そのものだ。腹立たしいが才能を持ってしまう。なぜ神将として戦っているのかだ。寝言は死んで言えよ、知事。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, review du tome 68 de Kingdom, les frérots. Et oui, comme vous le savez, lorsque les tomes sortent après, sortis par Meian, d'ailleurs allez vous acheter les tomes pour pouvoir soutenir Yasuhisa Hara, ok? Eh bien j'en fais une review. Pourquoi? Parce que cela vient compléter mon avis sur l'arc de Guian, par exemple, mais même sur tous les autres événements que l'on pourrait prendre en exemple. C'est-à-dire que si vous voulez l'avis complet de Fumigène, vous devez vous faire ces reviews de tomes. Parce que je sais qu'évidemment, les reviews de chapitres sont plus populaires parce que c'est l'actualité. Mais, les frérots, encore une fois, c'est bien de lire Kingdom, c'est bien de kiffer Kingdom, mais c'est aussi bien de comprendre Kingdom. Et pour pouvoir, selon moi, comprendre Kingdom dans son intégralité, il est nécessaire de se refaire la lecture en tome. Et j'ai même envie de dire qu'il est aussi intéressant de se faire aussi l'animé Kingdom. Et oui, parce que l'animé vient te rafraîchir la mémoire. L'animé, des fois, apporte peut-être même quelques petites précisions qui ne sont pas inintéressantes. Donc je pense que, voilà, pour bien comprendre l'œuvre, il faut bouffer Kingdom à toutes les sauces. Voilà, même le live action, allez vous taper le live action. Donc, review du tome 68. Shin a pris Guian, enfin Shin. Évidemment, Shin avec Koshun, la tour, etc., le clan Saiki, tout ce que vous voulez, la Gakuka, ils ont donc pris Guian. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette première partie, c'est que je ne me souvenais plus que Enkan, à ce moment-là, avait fait le nerveux. Et oui, il a fait le nerveux. Lorsqu'il a appris que Guian était tombé, il brise une table, bim, comme ça et tout. J'ai dit, hey, mais en fait, peut-être qu'on se trompe sur Enkan, parce que Enkan, si je ne m'abuse, c'est lui actuellement qui garde le flanc gauche, il me semble, le flanc droit, bref, face à Shin, dans la bataille actuelle, la bataille de Hango. Donc, on se demandait un petit peu quel était le style du général Enkan. On peut se dire que peut-être finalement c'est un combattant, il a l'air d'être fort, il a brisé la table comme ça à un point, donc tu sens que c'est un petit nerveux, Enkan. Donc, est-ce que Enkan pourra nous, on va dire, nous donner un petit combat, que ce soit avec Uhon ou Akakin, ou voire même Shin? On verra bien, mais en tout cas, voilà, je tenais à noter cela, parce que je l'avais carrément oublié. C'est tellement ce genre de personnage un peu random, faut dire la vérité, on oublie un peu ses actions, mais il avait brisé la table, donc attention Enkan, surveillance, peut-être qu'il peut nous donner un bon petit combat. On verra bien. En tout cas, ensuite, on a évidemment, le grand général Eki. Ce moment-là est un moment historique pour n'importe quel fan de Kingdom qui se respecte. C'est le discours de Eki qu'il a fait aux hommes de Kanki et à ses hommes à lui lorsqu'il était face au papy de Sekirei. Ensuite, on va avoir tout un discours évidemment sur Riboku qui tente de comprendre la psychologie de Kanki. Et Riboku, dans cet arc, même s'il a été extrêmement fort, on peut le dire, d'un point de vue stratégique, tactique, ok. Pour moi, c'est peut-être même l'une des meilleures stratégies de Riboku que j'ai pu, on va dire, voir dans Kingdom, parce que la coalition, il s'est bien fait gifler, ok, et Agiyu, il a perdu également. Je pense que c'est sa meilleure stratégie, clairement et simplement. Parce que même sa stratégie à Bayou, en soi, n'est pas impressionnante. Celle-là, par contre, elle l'est. Et effectivement,
Je pense que Hara a voulu nous montrer quelque chose dans cet arc, à savoir que Riboku a gagné d'un point de vue stratégique et militaire. Il a gagné face à qui? Il a déjà gagné depuis la cage. Depuis que Kanki est sorti de la cage, il avait déjà gagné face à Kin. Là, je vous l'ai dit si vous avez suivi la revue du tome 67, on n'est plus dans l'archétype, dans la structure d'un arc de guerre de Kingdom. On est dans une chasse à l'homme, donc on est dans une bataille psychologique. Riboku a déjà gagné d'un point de vue militaire. Ça, il n'y a pas besoin de discuter sur ça, en fait. Ok? Et c'est pour ça que on a beaucoup de dialogues internes de la part de Riboku et pas beaucoup de la part de Kanki, ce qui est normal en même temps, c'est l'écriture du personnage, mais on a beaucoup de dialogues de la part de Riboku dans lesquels il essaye de comprendre Kanki, il explique lui aussi, oui, voilà, j'ai fait ça pour ci, pour ça, etc. Il explique un peu tous ses choix, et d'une certaine façon, il tente d'anticiper les mouvements de Kanki, et il se trompe systématiquement, ok? C'est la preuve que psychologiquement, Riboku a littéralement été battu par Kanki. Parce que même la psychologie, ce qu'il est en train de décrire du général Kanki, nous on sait que c'est totalement faux. Le seul moment où Riboku comprend réellement Kanki, c'est à la fin, c'est vraiment juste avant son dernier assaut. Sinon, durant l'intégralité de l'arc, Riboku s'est trompé sur Kanki à tous les niveaux. Retrouvez-moi une phrase où Riboku, il a dit quelque chose de juste sur Kanki. Je vous la démontrais, il s'est toujours trompé. Quand je parle d'une phrase, une longue phrase, hein, attention, parce qu'il y a bien une phrase où il peut dire « il s'appelle le décapiteur ». Oui, là, sur ça, il a raison. Mais toute sa réflexion sur Kanki depuis le début est mauvaise. Kanki ne sait pas faire de stratégie, c'est faux. Kanki fait une formation, c'est juste pour du bluff, c'est faux. Kanki ne peut pas sortir de la cage, c'est faux. Kanki va tenter de s'enfuir une fois qu'il est sorti de la cage, c'est faux. Kanki, qui se trompe tout le temps sur Kanki. Tout ce qu'il pense de Kanki est faux. Et c'est parce qu'on te montre que militairement, il a déjà gagné, mais psychologiquement, il s'est fait ratatiner par Kanki. Et de toute façon, les événements, le déroulement des événements vont le prouver à 100%. Donc là, on n'est plus dans une guerre militaire, on est dans une guerre psychologique. Et à ce niveau-là, Kanki a déjà gagné, du moins les tomes, le tome 68 et le 69 vont nous prouver à quel point il a gagné. C'est important et ce n'est pas de la branlette intellectuelle ce que je suis en train de faire. Je suis pas en train d'extrapoler, de surinterpréter juste pour dire ouais, Kanki a battu Riboku sur un point. Non, 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 non. C'est factuel et scénaristique les frérots. Tout ce que je dis, moi je me base encore une fois sur le manga. Toute son analyse de Kanki est fausse de A jusqu'à Z. C'est seulement à la fin qu'il comprend réellement toute la grandeur et toute la psychologie de Kanki. Lorsqu'il voit qu'il y a une lueur encore en lui. Et là il dit ok, c'est donc ça. C'est donc ça, j'ai réussi enfin à te comprendre, mais il était trop tard, c'est terminé. Mais durant tout cet arc, tu t'es trompé de A jusqu'à Z. Là où Kanki, lui, ne s'est pas trompé sur Riboku. Parce que Kanki a réussi à tous les niveaux à manipuler Riboku. Il a manipulé Riboku lorsque Riboku est entré à Guyane. Il a manipulé Riboku lorsqu'il a pris Riboku dans son piège. Il a manipulé Riboku sur le fait de lui faire croire que le peuple de Ika allait mourir sous les flammes, etc. Il a manipulé Riboku à tous les niveaux, Kanki. Là où Kanki comprend Riboku, Riboku ne comprend pas Kanki. En tout cas, on va avoir évidemment tout ce qui est Guyane, le plan, ils vont discuter tous entre eux. Je ne repars pas sur ça. Kanki va faire un piège à Riboku et Riboku va totalement tomber dans le piège de Kanki. Kanki, finalement, dans cette partie-là, fait du Kanki. C'est-à-dire que là, il a ridiculisé Riboku. Ça fait partie des plus grandes humiliations de Riboku, ce que Kanki a fait. Je tiens à vous le dire. Pourquoi ? Parce que Riboku, dans le début de l'arc, a très clairement dit ce qu'il fallait faire pour ne pas perdre contre Kanki. Il a dit, il ne faut pas faire de mouvements brusques, il ne faut pas faire de mouvements de grande ampleur, d'accord ? Il ne faut pas tomber dans son piège psychologique, dans sa guerre psychologique. Riboku l'a clairement dit. Riboku t'a écrit une note, il t'a écrit un tuto pour te dire comment faire pour gagner contre Kanki. Et le mec ne respecte pas ce que lui-même a écrit. Il a dit qu'il fallait pas faire de grands mouvements. Il vient de faire un grand mouvement. Il te dit, oui, il faut pas tomber dans ces trucs de déstabilisation psychologique. Tu as été déstabilisé psychologiquement. Kanki t'a eu de toute façon, parce que Kanki t'a eu à l'émotion. Il a joué sur tes émotions. Parce que Riboku, même si c'est un général stratégique, il réagit beaucoup à l'émotion. Pas à l'instinct, à l'émotion. C'est pas la même chose. D'accord ? Et donc Kanki, pour moi, à ce moment précis, a ridiculisé Riboku. Et Hara a même été obligé d'utiliser une armure scénaristique pour sauver son personnage. Parce qu'il l'a tellement mis en danger, dans cette attaque, dans ce piège, qu'il a été obligé même de faire quelques petites incohérences pour pouvoir sauver Riboku.
Et oui, parce qu'il l'a mis vraiment face à Kanki, face à la mort. Mais Hara a voulu nous montrer que Kanki était peut-être, le général, à l'heure actuelle, le plus dangereux de l'état de Qin, parce que c'est lui qui s'est rapproché le plus dangereusement de Riboku. Personne n'avait réussi à être aussi proche, personne n'avait réussi à vraiment être à 2 doigts de prendre la tête de Riboku. Personne n'avait réussi ça. Donc Hara, en nous montrant ça, il nous dit Kanki a réussi là où ils ont tous échoué. D'accord? Même s'il n'y a pas eu énormément, évidemment, de personnes qui ont essayé d'une certaine façon quand tu regardes bien. Mais Kanki a réussi à faire un exploit, à savoir, avec 10 000 hommes, mettre Riboku au bord de la mort. Tout simplement. Et oui, les frérots, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Il y a une phrase de Kanki aussi, vous savez, lorsqu'il dit « tout ira bien », qui, selon moi, prend un sens différent dans cet arc. Lorsque Kanki dit à chaque fois à ses hommes et femmes « tout ira bien », c'est dans le sens « tout ira bien, on va gagner ». Suivez mon plan, on va gagner. Je suis plus fort, c'est moi qui prends la tête du général à la fin. Mais dans cet arc, c'est différent. Et c'est différent et tu t'en aperçois à la fin, en fait. Lorsque Kanki dit tout ira bien, il y a une tonalité qui est différente. Pourquoi, les frérots? Je vous pose la question, dites-moi pour vous en zone commentaire. Qu'est-ce qui est différent selon vous? C'est la même phrase, mais qui est sortie dans des arcs différents, mais qui a une signification différente. Eh bien, lorsque Kanki dit tout ira bien, par exemple, lorsqu'il descend pour aller prendre la tête de Seikai, donc dans la coalition, à la porte de Kankoku, il dit tout ira bien parce qu'il est sûr de son plan. Il est sûr de son plan, il est sûr qu'il va prendre la tête, il est sûr qu'il va revenir, tout ira bien, et c'est vrai, il a raison. Tout s'est bien passé. Là, c'est différent. Là, on est dans quelque chose où Kanki, lorsqu'il dit tout ira bien, là, c'est un ressenti de ma part, mais j'ai ressenti que dans sa phrase, c'est tout ira bien, et même dans la mort, ok, que vous allez peut-être rencontrer, c'est le meilleur que ce monde puisse vous offrir. C'est-à-dire qu'en fait, Kanki, à un moment donné, va faire un sorte de mini-discours avant de se lancer contre Riboku en leur expliquant de toute façon, vous avez toujours tous été un tas de merde, c'est un monde rempli de tas de merde, il y a rien ici. Ici, moi, je me suis toujours opposé à tous ces merdeux qui veulent s'opposer à moi, je les tue et point barre. Et vous aussi, vous êtes tous que des renégats. Et lorsqu'il leur dit tout ira bien, c'est qu'en fait, oui, évidemment qu'il veut prendre la tête de Riboku et tout ça, mais c'est aussi que de toute façon, tout ira bien pour vous, même dans la mort. Même dans la mort, tout ira bien. Même la mort, pour vous, est la meilleure des choses que je peux vous offrir. Actuellement, que ce monde va vous offrir. Je vous offrirai toujours le meilleur. Quand le meilleur, c'est la victoire, je vous l'offre. Et quand le meilleur à offrir, c'est la mort, je vous l'offre aussi. Parce que dans la mort des lieutenants de Kanki, il y a une certaine forme de poésie dans le sens où ils se retrouvent tous dans leur sanctuaire, etc. C'est une mort violente, implacable, oui, mais il y a une certaine forme de « ça y est, on est libéré ». On a l'impression que l'armée de Kanki a été libérée d'un fardeau, a été libérée d'un univers qui ne voulait pas de lui, a été libérée d'un univers qui oppressait les pauvres, etc. Ils ont été libérés, en fait, de ce monde, de cette Chine qui ne les respectait pas. Et en fait, Kanki, en leur offrant cette mort, et en fait, il ne les a pas envoyés à la mort, il leur a offert finalement le meilleur encore une fois. Je vous offrirai systématiquement le meilleur. Lorsque le meilleur, ce sont des femmes, de l'or, de la bouffe, je vous l'offre. Et lorsque le meilleur, c'est la mort, je vous l'offre aussi. Parce que ce monde, de toute façon, n'a rien d'autre à vous offrir. Très clairement. Et je pense que, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai ressenti lorsqu'il a dit « tout ira bien ». Parce que moi, je sais qu'il va mourir, évidemment, en lisant le tome, parce que je l'ai déjà lu. Mais avec le recul, je me suis dit, il leur a dit tout ira bien, mais lui-même ne croyait pas réellement à 100% dans sa victoire, parce qu'il avait déjà prévu au Giko. Donc ça veut dire que lorsqu'il leur dit tout ira bien, c'est que même si il meurt, il se dit, c'est pas grave, ça sera bien pour vous, ça. Même ça, ça sera bien pour vous. Et c'est vrai, ils ont eu plaisir à mourir à côté de Kanki. Ils ont eu plaisir, je le dis. Clairement, il a perdu psychologiquement, Riboku. Riboku a perdu psychologiquement. Le fait qu'il fonce comme ça à Ika en pensant que les gens vont être brûlés, tués, etc., il avait perdu psychologiquement. Et toute sa réflexion est fausse, encore une fois, sur le trajet. Il se dit, ah mais oui, si Kanki tue toute la ville de Ika, on pourra pas considérer ça comme une victoire, etc. Ah bah Kanki veut faire une sorte de suicide collectif, suicide mutuel, etc. Non, tu te trompes encore une fois sur Kanki. Tu te
te trompes sur ce que veut Kanki. Kanki n'a pas changé d'un iota. C'est toi qui changes, Riboku. C'est toi qui changes de façon de penser. Tu avais dit exactement comment faire pour ne pas tomber dans le piège de Kanki. Tu fais exactement le contraire. C'est juste parce que Kanki te balade et Kanki te manipule. Donc Kanki a gagné psychologiquement. Mais Kanki a également gagné idéologiquement. Mais ça, c'est dans le tome 69 que je vais évidemment vous l'apprendre. Donc, Riboku est attaqué, l'armure scénaristique se met en place, mais là il faut dire la vérité, c'était déjà criant dans les chapitres, mais là dans le tome c'est assez violent, parce que Riboku a quand même survécu à un Ringyoku qui arrive lancé à pleine vitesse, et qui lui met un coup, Riboku par le coup, alors qu'il est en train de monter sur son cheval, il voit Ringyoku arriver, mais il arrive à parer le coup de Ringyoku, il tombe un peu par terre, et après on sait ce qui va se passer avec Kanki, mais quand tu vois toutes les occasions qu'ils ont eues de tuer Riboku, tu te dis effectivement que Hara a dû sortir l'armure scénaristique parce que ce n'était pas maintenant que Riboku devait mourir. Et non, ce n'était pas maintenant, évidemment. C'est très certainement plus tard. Ou peut-être qu'il ne mourra pas. Peut-être qu'il va partir du scénario aussi. Attention les frérots. Et oui. Donc c'est vrai que il y a quand même cette frustration, je pense, pour tous les fans de Kanki, et même pour tous les fans comme moi qui aiment bien la vraisemblance scénaristique et la crédibilité du scénario, de voir un Riboku survivre dans cette situation. Il faut se dire la vérité, Riboku a survécu grâce à la chance. Mais là où je ne tape pas trop sur le Riboku, je vais vous expliquer pourquoi, c'est que de toute façon, la chance, tu as plein de personnages dans Kingdom qui l'ont eu. Et Shin, le premier. Shin, c'est le plus chanceux de tous. Le mec ressuscite. Le mec marche avec les 7 boules de cristal à côté de lui. Il marche avec Kyukai. Tiens, Kyukai ressuscite-moi, elle me ressuscite. Donc je suis désolé. En termes d'armure scénaristique, Shin, c'est le numéro 1. Alors attention, c'est le protagoniste. Donc c'est tout à fait le droit de Hara de protéger son personnage. Il a raison. D'accord? Mais je ne veux pas que les gens se déchaînent sur Riboku en disant « Ouais, il a eu l'armure scénaristique, nanani, c'est de la chance, finalement, c'est de la merde. » Non, 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 non. C'est que de toute façon, ce n'était pas son heure, clairement et simplement. Oui, on aurait pu chorégraphier ça d'une façon différente, clairement et simplement, mais de toute façon, l'armure scénaristique, tu en as plein dans Kingdom qui l'ont eu. Uhon a eu d'une certaine façon une armure scénaristique lorsqu'il a combattu le Conchi. Attendez, le gars, il était là, le Conchi était bien plus fort que lui. Alors attends, je vais faire un combat contre toi, je vais revenir le lendemain, et le lendemain, j'arriverai à comprendre les coups que je ne comprenais pas la veille. Non mais au bout d'un moment, voilà, il y a quand même des armures scénaristiques qui sont sorties comme ça pour certains personnages, c'est normal, c'est le scénario qui veut ça, et c'est ce qui fait toute la beauté aussi de l'œuvre, c'est que, voilà, chaque personne doit mourir à un moment précis, au moment où l'auteur l'aura décidé. Mais on est obligé de se le dire quand même que Riboku a eu de la chance. On peut se le dire les frères. Alors, à la fin de ce tome, il y a quand même un petit combat idéologique qui oppose Kanki à Riboku, que je n'avais pas soulevé lors de mes reviews de chapitres, mais que je soulève aujourd'hui. Kanki discute un petit peu avec Riboku, même s'il n'a pas trop envie de discuter, parce qu'à chaque fois il dit « Ah, et puis merde, t'as qu'à crever et tout », parce qu'en fait il ne l'intéresse pas. C'est ça, Kanki, très clairement. Mais t'as un moment où effectivement, Riboku va encore une fois se tromper sur Kanki en disant « Tu n'as pas de cause ». Je l'ai dit, hein, suivez bien toute la revue parce que c'est très important. Riboku se trompe toujours sur Kanki, très clairement. Donc il lui dit, tu n'as pas de cause, etc. Ton combat est vain, finalement, moi je combats pour un peuple. Et lui, Kanki, il dit, bah, il a une cause. Nous, on sait qu'il a une cause. On l'a vu déjà dans son passé, dans le flashback, on a vu qu'il avait une cause, même si elle est très morbide, il a une cause, d'accord? Mais on sait que le peuple que Riboku, lui, veut défendre, Kanki, lui, veut le tuer. D'accord? Et l'opposition idéologique, elle est là. C'est que lorsque Kanki va répondre à Riboku que de toute façon c'est ce fameux peuple qui mérite de mourir, Riboku va dire un truc intéressant. C'est qu'il va dire ok, peut-être que pour toi ils sont imparfaits et ils méritent la mort. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi Riboku, quand il pense que le peuple mérite la mort, ok? Mais il va avoir une réponse qui est quand même intéressante. Il va lui dire, bah là où toi tu penses qu'ils sont imparfaits et tu veux tous les tuer, moi je veux les corriger. Moi je veux les améliorer. C'est un peu une réaction de noble d'une certaine façon. Mais j'ai trouvé que c'était peut-être la seule bonne réponse que Riboku avait pu, on va dire, donner à Kanki concernant son envie de tuer le peuple, la classe moyenne, d'accord? C'est le fait de dire que moi, je n'ai pas perdu espoir comme toi. Toi, tu as perdu espoir en eux, tu veux les tuer, ok? Mais moi, je n'ai pas perdu espoir, je veux les corriger. C'est pas la même chose, ok? Même si on sait bien évidemment derrière que l'espoir n'est pas totalement perdu en Kanki, parce que Shio, etc. Mais à ce moment précis de l'histoire, j'ai trouvé la réponse de Riboku plutôt intéressante.
Parce qu'elle mettait en exergue, elle mettait en lumière le fait est que Riboku, c'est un homme qui est rempli d'espoir. C'est vraiment l'homme du peuple, mais vraiment à tous les niveaux. Lui, même les imperfections du peuple, il les aime et il veut les corriger. Là où Kanki, lui, veut simplement les éradiquer. Mais là où je serais quand même toujours un petit peu du côté de Kanki par rapport à l'avis de Riboku, pas sur le fait qu'il faut tuer la classe moyenne, tout ça, mais c'est que il va lui dire, mais en fait, t'as jamais été un opprimé, t'as jamais été un pauvre, t'as jamais été un esclave, t'as jamais été ça. Tu ne le ressens pas dans ta chair. Donc même si tu comprends leur douleur, comprendre et ressentir, ce n'est pas la même chose. Tu n'as jamais connu ça dans ta chair, en fait. Mais vraiment ce niveau de pauvreté, tout ce qu'il a connu, ce que les femmes ont connu, les viols, etc. Il n'a pas connu ça, Riboku. Ok? Donc entre ce que Kanki lui ressent dans sa chair et ce que toi tu comprends au loin, c'est quand même pas la même chose. Donc c'est pour ça que je pense que Kanki gagne quand même ce petit échange verbal, parce que Kanki lui ressent les événements, il ressent le poids, il ressent la haine et la colère des opprimés, il la ressent dans sa chair. Riboku, lui, il la comprend. C'est pas la même chose. Et la revue se termine donc sur cette idéologie, cette confrontation idéologique entre nos deux hommes, Kanki, Riboku. Vraiment un combat qui prend une valeur supplémentaire à mes yeux à la lecture de ce tome. Je le dis très clairement, les frérots. Donc, je vais enchaîner tout de suite sur la revue du tome 69, les frérots. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Je vous remercie de me suivre de façon complète. C'est-à-dire que ceux qui m'ont suivi au début dans les chapitres se retrouvent aujourd'hui dans les tomes. Ça me fait plaisir. Les plus fidèles, et oui, entre nous, vous savez, les vrais savent. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et que l'honneur soit encore une fois avec Kanki. レイをよくも狙いやがったこいつはどうやってぶっ殺すかな。邪魔だ。対極の指揮を取れ。俺が信頼をつかんだ。そんな場合に速さが許されてきた。俺の上を行く何かが今までの敵と違う。奴の槍をもう少し見ておく必要があるのだ。もそもどうして紫伯様の妹君が殺されたのです。